Bonsoir, soyez les bienvenus dans Backcheck, notre émission d'analyse, de débrief de cette nouvelle soirée de National League. Il y a eu de très beaux scores, des retournements de situation, beaucoup de buts à vous montrer. On est en compagnie de Serge Pelletier, de Jean-Frédéric Debetta, d'Alizé Lichty. Et bien sûr, qu'est-ce que l'on retient de cette soirée? Messieurs, dames, peut-être commencer par toi, Serge. Oui, Rapperswil qui surprend Zurich à domicile ce soir. Et puis le juge unique qui aura de nouveau du boulot avec un vilain check de Barandoun sur Raphaël Sanitz. Lausanne qui a eu du mal à entrer dans sa rencontre, mais s'est finalement imposée face à Bienne. Et Fribourg qui joue simplement une moitié de rencontre face à Genève et qui l'emporte. C'est d'ailleurs les deux buts de Jim Slater qui font la différence en fin de rencontre. C'est forcément notre image du jour. C'est parti pour Backcheck, pour cette nouvelle soirée. Il y a eu des choses à vous dire et on va sans plus tarder vous raconter le premier des 6 matchs qui étaient au programme ce soir. Le HC Lugano qui, à la maison, recevait le HC Davos. Et ça commence mal pour les Bianconeri avec, dans les premières minutes de jeu, une blessure sur Raphaël Sanitz. Jean-Frédéric Debetta en parlait. On va lui donner la parole pour qu'il nous explique comment il, lui, a perçu le geste de David Barandoun. Je trouve que c'est un geste qui est vraiment un coup salaud, comme on dit dans le jargon québécois. Coup d'épaule, ou plutôt coup de coude à la figure de Sanitz. Est-ce que c'est une commotion? Toujours est-il qu'on en a un peu marre quand même. On voit Sanitz qui est très énervé là, qui jette son casque. On a l'impression que chaque semaine maintenant, c'est une nouveauté, mais il y a toujours des coups à la tête. Mais évidemment, on en revient au même système. C'est Marc Vizère est pénalisé de seulement 4 matchs pour son agression sur Eric Martinson. Voilà, vous ne mettez pas une vraie sanction, une vraie amende, un vrai truc. Finalement, les gars, ils se sentent, c'est impuni, on peut faire ce qu'on veut. Oui, il faut une référence, Serge, pour vraiment essayer d'enlever ce genre de geste dans le hockey sur glace. Ça devient beaucoup trop fréquent. Le gros problème qu'on a, c'est qu'on a la difficulté justement à trouver cette référence parce qu'on essaie justement de trouver le juste milieu sur chaque charge, voire agression. On n'arrive pas vraiment à trouver la ligne pour tout le monde. Et puis, plus que les matchs avancent, mais ça complique les choses. On va voir ensuite ce qu'il s'est passé dans la rencontre, puisque même avec ce coup du sort, la blessure de Sanitz, Lugano va faire les choses comme il se doit face au 11e. L'ouverture du score, Jean-Frédéric Debetta, Luca Fazzini sur un premier puck vicieux mis par la pierre sur le gardien. Oui, il est mis sur la cage qui rebondit et puis qui retombe sur... Fazzini qui trouve la lucarne. Fazzini, c'est un peu une énigme. Ce joueur, il est beau et de talent. Et puis finalement, il est utilisé avec... on ne sait pas trop comment Ireland l'utilise. Il le met de temps en temps en 4e bloc, de temps en temps en première... Ce joueur doit être dans le top 6. C'est obligatoire, c'est comme ça qu'il est performant. Jolie pièce de jeu pour le 2-0 avec l'un des joueurs, Serge, qui sera l'homme de cette rencontre du côté du HC Lugano ce soir, c'est Dario Burgler. Oui, effectivement, une belle triangulation avec Lajunen, justement, une passe en retrait pour Burgler dans le haut de l'enclave. Et puis Burgler n'en demandait pas tant, justement, il a visé et puis il a bien nettoyé la lucarne sur son tir précis. 2-0 après, c'était 6 minutes 44 de jeu, donc le départ de match était idéal. Ensuite, Lugano a géré et les Tessinois vont faire la différence dans la 3e période avec Ulmer et à la passe Julia Vauclair et Lajunen. Lajunen, ce soir, c'est 3 assists aussi, donc c'est les leaders qui ont su répondre présent, même si c'est Ulmer le buteur, Jean-Frédéric. Ouais, mais ça me fait rire parce que vous dites les leaders. À Lugano, on se demande avec Fazzini justement, avec Klassen qui n'est pas forcément en très très bon terme avec Greg Ireland. Et puis c'est quand même eux qui arrivent. Burgler aussi, il n'était pas bon ces temps. Alors qu'on en attend beaucoup, c'est un buteur. Et là, il s'est réveillé, mais bon, vous me direz, c'est contre Davos, c'est très bien. Mais il faudra peut-être aussi être plus efficace contre des plus grosses cylindrées
en tout cas des clubs qui sont au-dessus de Lugano au classement? C'est une certitude. On a encore vu le but de Dario Burgler pour le doubler. Gilsen n'a pas tout forcément blanc sur cette action. 4-0, donc score final. 4e blanchissage pour les gardiens de Lugano, Serge, cette saison. Et surtout, on est face de la meilleure des manières, la contre-performance contre l'Orgno. Et on répond et on réagit pour les Bianconeri. Oui, effectivement. Disons que Lugano avait des choses à se faire pardonner après le dernier match à domicile contre Lagno. Ils ont réagi de belle façon ce soir, mais il va falloir confirmer dans les prochains matchs. Voilà pour le premier match à passer sous notre crible. On va s'intéresser à la deuxième rencontre. C'est le premier club roman qui était à l'œuvre, et même on va le mettre au pluriel vu que c'était un derby entre Lausanne et Bienne. Alizé, que s'est-il passé dans cette rencontre? Eh bien, on va commencer par le début. C'est Bienne qui prend les commandes. Le top scorer Rayala prend sa chance et le puck est dévié par Pouliot, Jean-Frédéric. Ouais, très joli but. Pouliot qui passe dans le slot, au milieu de, on va dire, 4 joueurs lausannois. Très joli. Il y a encore un beau Ria qui voit la vue de Zurkirchen. C'est très bien joué. Mais le deuxième encore plus joli. Oui, en infériorité numérique, justement, Bienne qui double la mise, vous le voyez. Les Biennois surprennent vraiment Lausanne, Serge. Oui, tout à fait. Disons que je vois un peu Lausanne qui joue avec une certaine nonchalance sur ce but-là. Et puis, comme on l'a mentionné ce soir, je pense que Tourmainen n'était pas très content de recevoir ce but-là de la part de, pas Tourmainen, mais je pense que Peltonen n'est pas très content de recevoir un but de la sorte ce soir. Lausanne choisit le meilleur moment pour réduire le score. C'est son défenseur Nodari qui marque ce 2-1 qu'on revoit à l'image, Jean-Frédéric. Ouais, là aussi, un petit peu comme le but de Pouliot. Beaucoup de trafic devant le gardien. On sait que Lausanne... Bon, d'ailleurs, on se demande s'il n'y a pas hors-jeu sur la séquence, mais visiblement non. C'était limite. C'était limite. Mais Lausanne a bien réagi et dans la lignée de ce qu'ils ont fait à l'extérieur, puisqu'ils étaient allés gagner à Lugano en jouant pas très bien, en tout cas offensivement, et puis à Zurich, c'était nettement mieux. Puis on a senti que là, menés 2-0, eh ben, ils ont réussi à faire fi de cette situation pour finalement aller chercher la victoire. On en fait un petit peu une marque de fabrique de retourner des situations en ce moment et de faire preuve de caractère. Alors, une marque de fabrique, je pense qu'il faudra voir sur le plus long terme, mais en tout cas, ce qu'ils ont réussi à faire à Zurich, on se demandait si c'était peut-être un petit tournant. Ça a l'air d'être encore le cas ce soir. Et à la 28e minute, c'est le gardien de Bienne qui va se louper dans sa sortie. Et derrière, Lausanne qui va exploiter la faille. Ce sera un premier tir repoussé et Moy bien placé qui va égaliser ce 2-2, Serge. Oui, bien sûr. Sortie un peu hasardeuse de la part de Jonas Hiller sur la séquence. C'est clair que Lausanne a mis beaucoup de pression sur le gardien lors de cette sortie, mais Tyler Moy est bien positionné devant le filet justement pour compléter la séquence. Lausanne qui passe devant pour la première fois ce soir. Jean-Frédéric, autant de joueurs biennois autour du but et Lausanne grâce à Benjamin Antonietti qui réussit un tir. Ouais, il a touché la gourde de Hiller, magnifique. Les 4 joueurs biennois qui se font abuser. C'est un peu similaire à la séquence qu'on avait vue avec Lausanne. Jeu, peut-être pas dans la bande, hein, mais presque. Et puis, le Benjamin Antonietti qui arrive. Je ne sais pas quel était le joueur qui était censé couvrir Antonietti sur la séquence, mais en tout cas, il n'était pas dessus. Serge, une belle égalisation, vous êtes d'accord? Belle égalisation. Je pense que du côté défensif, on s'est endormi légèrement parce que le défenseur était complètement hors position. Ça a permis à Antonietti d'enfiler l'aiguille. Et Lausanne qui va s'envoler avec le premier but du nouvel étranger du LHC, Partanen. Deuxième match et déjà buteur, Serge. Oui, une belle entrée de zone avec beaucoup de vitesse. On lui donne la rondelle en retrait, puis un tir sur réception qui donne aucune chance à Jonas Hiller. On voit le tir croisé qui justement touche l'intérieur du poteau. Donc c'est très difficile pour le gardien de pouvoir arrêter cette rondelle.
Et puis finalement, 2 minutes plus tard, Lausanne qui file vers la victoire. Jean-Frédéric avec un goal de Jeffrey. Ouais, Jeffrey, très belle séquence aussi de Vermin. Il y avait sans doute une faute, 2 minutes. Mais Jeffrey, il marche très très bien. Il était à 8 points sur ses 5 derniers matchs. Il en a en tout cas un 9e ce soir. Lausanne a besoin de sa première ligne. On sait que la première ligne, Berchi, Jeffrey, Vermin marche bien et ils l'ont confirmé encore ce soir, en tout cas sur cette séquence. Serge, j'ai aussi envie de vous entendre sur le nouvel étranger. 1 but, 2 assists ce soir pour Partanen. Bon début. Bon début, je pense que ça va être utile parce que du côté de Lausanne, on n'a pas toujours eu la production espérée à part Jeffrey cette saison des joueurs étrangers. Donc, ça va faire du bien à l'équipe de Lausanne. Et à l'issue de cette rencontre, il y a aussi des réactions qui nous sont venues de Malais 2.0. Alizé. Une réaction donc du côté de Lausanne. On va tout de suite écouter la réaction de Benjamin Antognetti. Benjamin Antognetti, vous étiez mené 2-0 juste après le quart d'heure. Où c'est que vous avez trouvé la force pour renverser ce match et le gagner? Ouais, peut-être de la chance sur le premier goal qui nous a relancé. Et puis après, on a vraiment mis beaucoup d'énergie. On était à la maison. Ça a été compliqué pour nous, honnêtement. Mais ouais, je ne sais pas d'où elle est venue cette force. Peut-être du collectif aussi. Vous avez joué que 7 minutes 30 ce soir. Et pourtant, c'est vous qui marquez le but de la victoire, comme on dit, le game-winning goal. Ouais, il faut accepter qu'il y en a qui jouent plus que d'autres. C'est normal, c'est dans toutes les équipes comme ça. Je pense qu'on fait un sport d'équipe et puis voilà, même ceux qui ont joué un peu moins, aujourd'hui on a les 3 points et on a tous le sourire. C'est ça qui compte. Il faut accepter ce rôle-là de jouer peut-être des fois un peu moins que les autres et puis quand ça paye, tout le monde doit sourire, c'est comme ça. Merci beaucoup Benjamin Antognetti. Et on a aussi une réaction du côté de Bienne, on va écouter Jason Fuchs. Jason Fuchs, vous meniez 2-0, on va dire avec une certaine maîtrise sur le match et puis ensuite tout s'écroule, comment vous expliquez ça? C'est le but qu'on reprend dans la dernière minute du premier tiers. Je pense qu'on a fait un très bon premier tiers, on a bien géré, on a vraiment fait tout ce qu'il fallait. Et puis on n'a pas réussi à gérer cette dernière minute où on reçoit un but qui se joue à pas grand-chose sur un hors-jeu. Ça fait partie, c'était à nous de mieux gérer ça. Et puis ça a un peu tourné le match. Après le deuxième tiers, je pense qu'on a fait quelques erreurs, on était quand même là à 2-2 et de nouveau, dernière minute, on reprend un but. Donc il faut vraiment qu'on gère mieux ces épisodes clés en fin de tiers. Vous avez quand même 35 tirs cadrés sur la partie, seulement 2 buts, c'est l'efficacité qui manque clairement ce soir. Oui, aussi. Je pense qu'on a eu les occasions. Au troisième tiers, on a dominé aussi. On aurait dû les mettre au fond, on aurait dû revenir. Et puis malheureusement, c'est le contraire qui se passe. On n'arrive pas à marquer et eux, sur les contres, ils mettent les buts. Donc c'est sûr qu'il y a un manque d'efficacité, mais on doit aussi mieux gérer ces moments en fin de tiers. Merci beaucoup, Jason Fuchs. Lausanne qui prend du coup de la hauteur au classement et qui revient avec 65 points à hauteur du HC Bienne. Qui dit équipe romande dit autre derby qui était au menu ce soir. C'était notre match studio entre Fribourg et Genève Servette. Malheur aux vaincus que l'on vous disait pratiquement toute la soirée, d'autant plus si c'était les Dragons. Ce match a été longtemps indécis et pourtant Genève a tout fait juste. Serge, en début de rencontre, pour connaître le meilleur des débuts. Ça commence avec l'ouverture du score de Noirod et il y aura ensuite le 2-0 de Tömmernes à 5-4. Premier tiers idyllique de la troupe de Chris Maxorley. Oui, gros départ des Genevois ce soir. Comme on le répète souvent en studio, le mot d'ordre du côté de Genève-Servette ce soir, c'était mettre des rondelles au filet le plus possible et puis un puck qui dévie justement sur Noirod pour ouvrir le score. Fribourg, pas du tout là. Par contre, Jean-Frédéric, c'était même inquiétant après 20 minutes. Ouais, c'était moins qu'on puisse dire parce qu'on pensait que ce Fribourg-là, se sachant... je me rappelle d'une phrase de Guy Boucher qui dit « Un animal blessé, vous le mettez contre un mur, il va être énervé. Si vous le mettez dans un coin, il va être 2 fois plus énervé parce qu'il ne peut pas s'échapper. » Et que normalement, toutes les équipes qui sont dans une situation d'urgence, elles sont forcément dangereuses. Et là, pendant 20 minutes, même 28 minutes, on va dire, Fribourg n'était pas dans une situation d'urgence. On disait, est-ce qu'ils vont réussir à mettre des émotions? Finalement, elles sont venues presque un peu de manière chanceuse, mais ils ont su tirer profit de ça.
Est-ce qu'on dit que finalement le discours du coach à la pause a servi? C'est vrai qu'il faut attendre la mi-match pour voir les Fribourgeois marquer ce fameux premier but qu'ils attendaient depuis maintenant 2 matchs et un tiers et même des poussières. Ça faisait de trop longues minutes, Serge, que Fribourg n'avait pas marqué. Et ce but vient de Sandro Forer. Oui, lui aussi, il l'attendait depuis longtemps, je crois, son premier but. Effectivement, c'était un but qui a vraiment donné le momentum à Fribourg par la suite, qui ont pu enchaîner justement tout de suite avec le deuxième but provenant de Valser. Donc, ça, comme on dit, ça a ouvert la machine fribourgeoise par la suite. Et là, on ne savait pas trop quoi penser, Jean-Frédéric, après 40 minutes de jeu, de dire est-ce que Fribourg a vraiment repris le momentum, est-ce que Genève ne nous réserve pas un coup de surprise dans le 3e tiers et finalement, eh bien, Fribourg est allé de l'avant et est allé chercher cette victoire en la construisant vraiment, pas sereinement, mais solidement. Ouais, même s'il y a eu finalement 3-2 pour Fribourg, on se disait, est-ce que peut-être là, puis tout d'un coup, non, Genève est revenu. Sur une scène un peu litigieuse, visiblement, on se demandait si le puck avait été touché. En tout cas, le geste de l'arbitre était qu'il a été touché, mais ils sont pas revenus sur leur décision. Ça a un peu grenouillé, les Fribourgeois n'étaient pas contents du tout. Est-ce qu'ils se sont servis de cet énervement pour passer, finalement? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Bertrand Slater ou Bertrand Motet-Slater, c'est selon. On attendait plus des leaders de Fribourg, et les leaders de Fribourg ont réussi quelque chose dans le 3e tiers. Ouais, c'était le but justement peut-être un peu contesté à le 3-3 que vous parliez avant. Serge, votre avis là sur cette séquence? Bon, disons que c'était le juge de ligne a arrêté le jeu justement en pensant que le puck, la rondelle, avait touché éventuellement quelque chose. Étant donné que le puck avait été dévié par un joueur fribourgeois, on a repris l'engagement en territoire fribourgeois. Et puis tout de suite, Allman en a profité justement pour égaliser la marque 3-3. Et c'est là que Jim Slater sort de sa tanière et pousse Fribourg-Gotteron vers la victoire. Son doublé, Jean-Frédéric de Bettas, et ça en fait vraiment le héros de cette fin de rencontre qui offre 3 points salutaires à Fribourg-Gotteron. David, je crois que vous avez envie de dire que Slater a eu du cul sur le premier but. Sur le premier but, j'ai envie de dire ça. Hein. Joli but du fessier. Ouais, d'où l'importance de s'entraîner durement en salle de force. En salle de force, exactement, hein, pour avoir un peu plus une cambrure avantageuse. Mais Slater, ce qui est sûr, c'est qu'en plus, sur le deuxième but, il le met très bien, en plus à 4 contre 5. Donc là, ça a définitivement tué tout espoir genevois. J'ai trouvé que Gauthier Desclous n'avait pas été fantastique. J'ai vu les statistiques, il en est à 79%. 5 buts encaissés sur 19 shoots. Ouais, on avait une alerte concernant durant le match. À un moment donné, il est resté au sol. Donc peut-être que ça peut expliquer aussi le fait qu'il n'a pas été génial ce soir. Ouais, ou tout simplement qu'il n'était pas dans un bon soir. Mais Fribourg a réussi. On parlait aussi de ces buts ratés, tous ces zéros sur les 4 derniers matchs, à part la fameuse explosion contre Zurich. Puis là, tout d'un coup, ils ont réussi à marquer des buts qu'ils n'ont pas pu mettre contre Berne, contre Rapperswil, etc. Finalement, Genève a joué 28 minutes et s'est perdu. Fribourg en a joué 32 et a gagné. Donc Fribourg a été peut-être plus malin ce soir que Genève ou plus opportuniste. Bon, disons qu'ils ont su mettre leur premier tiers derrière eux, justement, et puis réagir de la meilleure des façons dans les 40 dernières minutes. Peut-être que du côté de Genève, on pensait que les affaires étaient classées, les affaires étaient pliées après les 20 premières minutes, mais ça n'a vraiment pas été le cas. Allez, on a aussi des réactions à l'issue de cette rencontre dans ce derby roman. Une réaction tout d'abord du côté fribourgeois. On va regarder Laurent Meunier. 2, 3, test. Laurent Meunier, début de match très très compliqué. On l'explique ça? Non, on voulait bien faire. Et c'est vrai peut-être qu'on s'est mis un peu trop de pression dessus. Et on a mal débuté. Eux, ils ont bien joué. On n'a pas eu de réussite non plus. La réussite était plus de leur côté. Et à partir de la moitié du match, on a tourné le match. Après, je voudrais dire aussi, on est en mission là, pour la fin de saison. On veut faire les playoffs. Et ça serait bien qu'il y ait tout le monde derrière nous et pas la moitié de la patinoire qui nous siffle dès qu'on loupe 2 passes. Donc ça ferait plaisir qu'il y ait tout le public qui nous soutienne parce qu'on donne tout sur la glace. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a pas les choses ne nous sourient pas tellement.
On a fait des erreurs aussi, on n'a pas fait quelques bons matchs, mais je veux dire, on va tout donner. Donc c'est vraiment bien qu'il y ait tout le public qui nous soutienne, même quand les débuts de match sont moyens. En vue du match de Davos, demain, qu'est-ce qu'il faudra encore faire un peu mieux? Il va falloir continuer à travailler. Ça va être business, il va falloir y aller mentalité de guerrier, parce que là-bas, ils vont rien nous donner, ils n'ont rien à perdre. Et nous, c'est un match crucial pour nous. Donc on est obligé d'aller chercher les 3 points. Donc là, il va pas falloir faire le match comme Rapperswil. Là, il va falloir vraiment y aller. Peu importe la fatigue, peu importe, il n'y a aucune excuse. Il va falloir qu'on aille aller chercher les 3 points demain soir. Merci. Et du côté de Genève, on a recueilli une réaction de Noah Rode. Noah, ce match, on se demande quand même comment vous avez réussi à le perdre. Vous l'aviez tellement en main jusqu'à la 25e minute. Ouais, c'est vraiment dommage, quoi. On commence bien le match. À l'extérieur, mené 2-0, on n'a pas le droit de se faire rattraper. Mais voilà, Fribourg a haussé le niveau de jeu. Ils ont mieux géré que nous ce soir. Vous êtes vraiment entré dans le match, on va dire, avec le plan de match établi, respecté? Oui, on avait, voilà, comme tu l'as dit, on avait un plan de match. Il fallait qu'on le respecte. À la fin, on se prend les goals stupides qui ne devraient pas arriver. Donc c'est à nous de nous réunir et puis de nous remettre un coup de pied au cul pour gagner des matchs. Merci bien. Merci. Voilà pour les propos concernant les clubs romans. Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Jean-Frédéric Debetta, Chris Maxorley a aujourd'hui beaucoup utilisé ses leaders, peut-être même un peu trop. Ouais, honnêtement, quand votre plus haut temps de glace, c'est Henrik Tom Ernest, on sait c'est un défenseur qui bouffe de la glace. Il peut facilement prendre 25 minutes. Il en a à 25,05. Mais deuxième temps de glace, c'est Winnick à 24,41. Vous avez Richard à 23,32 et Wingels à 23 minutes. Il n'y a quasiment aucun joueur autour des 15 minutes. Vous les faites jouer dans toutes les situations. Et à un moment, je pense que Serge ne va pas nous contredire. C'est physique, quoi. Et ils peuvent plus tenir. Alors que du côté de Fribourg, c'était mieux balancé. Slater avait le plus haut temps de jeu des attaquants, mais il était à 20 minutes. Donc, ça peut expliquer justement peut-être le manque de lucidité du côté de Genève en fin de match, avec l'utilisation, voire même la surutilisation de certains éléments ce soir. Qui dit match studio dit forcément que l'on va arriver à notre petite rubrique, Alizée. Et oui, c'est la rubrique des tops et flops qui consiste à demander à nos invités un top et un flop de notre match studio. On commence avec vous, Jean-Frédéric, et votre top qui est Slater. Alors Jim Slater, bon, je n'ai pas fait dans l'originalité. C'est vrai que j'ai un peu changé au dernier moment, il faut quand même reconnaître, mais on nous demande tellement tôt aussi. Donc, ça allait de soi. Voilà, ça allait de soi. Alors, il était élu meilleur joueur, mais on sait qu'on donne souvent le titre de meilleur joueur au joueur qui est le plus flamboyant. Mais Slater, pourquoi? C'est aussi parce qu'il y a eu l'épisode du surnuméraire à Rapperswil, de cet équipement qui a été apporté par Christian Dubé. C'était pas facile pour lui de rentrer. Il est toujours en concurrence avec Jacob Mick-Flicker. Puis là, tout d'un coup, on s'attendait, il a été choisi, on lui a dit « c'est à toi ». Mick-Flicker, c'était contre Zurich. Il avait répondu présent aussi en marquant, je crois, 2 buts. Slater, c'est lui qui débloque la situation en fin de match. Donc, coaching gagnant de la part de Mark French. Et puis, Jim Slater, qui est un peu critiqué parce que ce n'est pas forcément l'étranger le plus flashy, mais qui, là, a mis sa pierre à l'édifice pour cette victoire fribourgeoise. Le flop, maintenant, avec vous, Serge. Et le flop, c'est Franzen pour vous. Oui, effectivement. Moi, je veux dire, je crois que Franzen, ce soir, a eu très peu d'impact sur le match. On parlait des leaders, des étrangers de Genève Servette qui ont joué énormément. Mais Franzen, lui, s'est à peine contenté d'un 12 minutes et quelques dans son utilisation ce soir. Ensuite, grande passivité, justement, sur le winning goal de Slater. C'est son homme devant le filet. Il le laisse aller. Il ne le suit pas. Il ne contrôle pas sa canne. Et puis, Slater en a profité, justement, pour marquer le but gagnant. Donc, ça explique un peu pourquoi Franzen, pour moi, n'a pas été du tout un joueur d'impact ce soir. Un peu sévère pour son retour au jeu après une longue absence, Serge? Bon, si il était prêt pour jouer pour un retour au jeu, alors j'imagine qu'il y avait le feu ce soir pour son retour au jeu, mais je n'ai pas vu de feu ce soir dans les yeux de Franzen. Allez, vous allez bien prendre une part de derby bernois pour la prochaine rencontre. Berne-Langnau, c'est toujours un événement. Ça se passe dans une PostFinance Arena remplie. Et forcément que la suprématie cantonale a toujours son affaire, que ce soit dans les 3 clubs et dans ce genre de duel. Et Langnau a ce soir voulu jouer un vilain tour au
aux hommes de la capitale. Ça commence avec un power play de la meilleure des manières, 10e minute de jeu. Tiens, c'est les étrangers, Jean-Frédéric, qui s'associent, Di Domenico, pour Pessonen, buteur. Ouais, Pessonen qui était un petit peu en dedans ces derniers temps, mais là, il joue très bien le coup. Et on dit souvent qu'avec le jeu assez fermé de Heinz Sellers, avec le coffre-fort danois dans toute sa splendeur, c'est toujours difficile d'encaisser un but. Maintenant, c'est Berne, ils peuvent mieux gérer ça, en plus, qui plus à domicile. Mais Langnau, comme Ambry, ces deux équipes, on attendait un peu pour voir. Puis on est en train de voir que c'est réel, quoi. Ils sont vraiment bons. Ouais, et le coffre-fort danois a tenu de la 11e à la 36e minute de jeu, mais Berne a quand même su trouver le moyen d'égaliser, pas par un habitué, c'est Beat Gerber, Serge Pelletier, qui va marquer son deuxième but de la saison. Un but important à ce moment-là, parce que c'est vrai que plus les minutes passent contre Langnau, et plus souvent on commence à douter. Oui, joli passe ici de Tristan Chervet qui démarque Gerber dans le haut de l'enclave, et puis un excellent tir du poignet justement qui bat Chacho sur la séquence. C'est peut-être le plus facile qui avait été fait par la formation de l'entraîneur Jalonen, puisque derrière il y aura le 2-1. Un très joli tir du poignet, vous allez le voir, de l'étranger Boychuk, qui va laisser sans réaction Damiano Chacho. Jean-Frédéric, à ce moment-là, on se dit que Berne a fait le plus dur en passant devant avant la deuxième sirène. Ouais, exactement, parce qu'en plus, ils sont sur une séquence, je ne sais plus de 6 victoires. Ouais, mais même avant, ça doit être 12... 11 victoires en 12 matchs. Voilà, exactement. Donc là, quand Berne tient son os, normalement, en plus, ils sont tellement précis, ils jouent. Eux, ils abandonnent jamais. De temps en temps, on sait, Zurich, ils ont tendance à lâcher un match. Ils peuvent perdre comme ce soir, ils ont perdu à Rapperswil. Berne, normalement, ils ne font pas ça. Et surtout pas avec Jalonen, qui est un entraîneur qui est très carré. Et puis, finalement, les Langnau ont des ressources. Ouais. Peut-être que le côté derby a pu jouer un rôle, et un super Finlandais en la personne d'Ari Pessonen, qui va être l'auteur d'un nouveau doublé dans sa carrière pour le 2-2. Le Finlandais est décidément intenable cette saison. Serge, avec Langnau, c'est avec Langnau une deuxième jeunesse qu'il vit. Et là, c'est le but important, 11 minutes 50 de la fin, et redistribue toutes les cartes finalement. Oui, Berne qui perd une rondelle en territoire offensif, et puis Pessonen qui descend en 2 contre 1 avec son collègue Di Domenico. Et puis il en profite d'y aller d'un tir foudroyant du poignet qui laisse aucune chance à Leonardo Giannone. Puis plus rien jusqu'à la fin du temps réglementaire, et même presque jusqu'au bout des prolongations. On arrive avec Eero Elo qui s'en va marquer un but. Celui de la victoire qu'on a longtemps cru, Jean-Frédéric de Betta. Il a fallu de longues minutes dans la capitale pour décider de ce but et finalement le valider et donner la victoire aux Emmentalois. Ouais. Puis quand on regarde les images, on se dit mais pourquoi ils avaient envie de rester 5 minutes de plus dans la Postfinance Arena? Je ne vois pas, sérieusement. Est-ce qu'ils estiment que le joueur de Langnau gêne Giannone? Je ne sais pas. Moi, je trouve que ça se décide de manière assez claire. C'est goal, puis voilà. Serge Pelletier aussi d'accord avec le fait que la vidéo là n'avait peut-être pas lieu d'être en fin de rencontre. Moi, disons qu'on assiste souvent à ce genre de séquence-là depuis le début de la saison, c'est-à-dire que les arbitres, le corps arbitral veut vraiment, prendre aucune chance. Et puis vraiment, dans tous ces épisodes litigieux, prennent aucun risque, comme ça, eux se disent, nous, on a fait le boulot. Mais on en parlait aussi avec Serge en disant, il faudrait peut-être, comme en NHL, vous avez une salle, comme on a vu avec la VAR à la Coupe du Monde en foot, vous avez une personne qui décide, ou plusieurs, c'est égal, mais au moins, ils sont tout de suite, c'est validé, on ne perd pas 2 heures. À Ambry, Zouk, c'était aussi, ça a duré, parce qu'il a fallu valider... Presque chaque but, ça va pas. Ça casse le rythme, les gens sont... Déjà que les pauses durent 18 minutes, alors en plus, si vraiment vous rajoutez encore ça... Un coup d'arrêt donc pour Berne après leur série de victoires. Et par contre, Langnau, Serge, qui confirme, après le succès obtenu à Lugano, viennent enchaîner un deuxième succès consécutif à ce moment de la saison. Est-ce qu'on commence à compter avec des Langnau et des Ambry peut-être en play-off? En tout cas, ils font tout pour y aller. Oui, effectivement. Je pense que c'est les 2 équipes surprises du championnat. C'est 2 équipes qu'on n'attendait pas là en ce début de saison. Et puis, petit à petit... gagne des matchs week-end après week-end, et puis on se dirige gentiment vers la qualification pour ces 2 équipes-là.
Derby du lac de Zurich, on le dit comme ça, je ne suis pas 100% sûr, entre Rapperswil et Zurich, qui était au menu aussi ce soir. Et Alizé, là aussi, il y a eu une petite surprise ce soir. Oui, en fait, la lanterne rouge a su renverser Zurich. On va repartir tout de suite dans cette rencontre avec un départ idéal. Tout d'abord du côté de Zurich qui ouvre le score face à la lanterne rouge. But du défenseur Carrère sur service de Bodenman. C'est se faciliter la vie que de marquer si vite dans une telle rencontre, Serge? Oui, bien entendu. C'est toujours, ça donne toujours une dose de confiance supplémentaire lorsqu'on peut ouvrir la marque, surtout lorsqu'on joue à l'extérieur de ces murs. Et puis Zurich, justement, a bien entamé le match ce soir. Rapperswil qui parvient ensuite à égaliser, un lancer que le gardien de Zurich ne voit pas venir, vu qu'il est masqué par 2 joueurs devant lui, Jean-Frédéric. Ouais, c'est pas un très bon but, mais là on voit que Dave Souter s'occupe de son défenseur. Est-ce qu'il y a une déviation ou pas? Elle vient en premier poteau, c'est pas simple, mais c'est assez étonnant de voir ce Rapperswil qu'on n'attendait peut-être pas forcément aussi impliqué, même à domicile, hein, pas aussi impliqué, parce qu'il y a la finale de la Coupe quand même, dont il est le tenant du titre dimanche contre Zug. Donc, on pourrait penser qu'ils n'avaient peut-être pas dépensé trop d'énergie pour en garder contre Zug dimanche. Exactement, exactement. Même si l'entraîneur Tomlinson expliquait que même dans les défaites, il veut garder une mentalité de winner. Alors, vous l'interprétez comme vous voulez, mais on comprend qu'il a envie de dire que, ouais, on sait qu'ils savent qu'ils vont perdre des matchs, ils savent qu'ils vont en perdre beaucoup, mais qu'ils veulent essayer quand même de toujours tirer du positif. Et visiblement, là, ce Zurich de Del Curto, en plus, on est assez étonné. On pensait le voir peut-être plus flamboyant que ça. Et puis, est-ce qu'il est franchement plus intéressant que le Zurich d'Aubin? Pas persuadé. Hein. Serge, vous êtes d'accord? Vous êtes aussi déçu de Zurich sous Arnaud Del Curto? Disons que moi, les débuts de Del Curto ont été un peu mitigés. Il a perdu un match, il a gagné un match, ensuite il a gagné en prolongation. Ensuite, il y a eu quelques défaites. Ensuite, on croyait justement que Zurich a été lancé. Mais ça, un peu, ce soir, c'est un peu le typique match des ZSC Lions, c'est-à-dire une équipe qui a beaucoup de talent, qui, ce soir, je suis convaincu, n'a pas eu un énorme respect de Rapperswil, qui a sûrement sous-évalué son adversaire. On commence le match, on marque le premier but, on continue à jouer un petit peu sur un patin, puis on prend quelques pénalités qui étaient évitables. Et puis après ça, on se fait surprendre par Rapperswil. Et puis ce soir, on se rend compte qu'on a perdu le match 4-1. On doit rentrer à la maison, la tête entre les jambes. Ouais, parce qu'on va vous montrer les buts, la suite justement, Alizé. Justement, Serge, vous parlez de surprise. Le 12e du classement qui va même passer devant sur un tir du poignet placé par Clark, Jean-Frédéric. Ouais, Kevin Clark, il est arrivé en courte saison. Il n'y a vraiment pas longtemps qu'il est à Rapperswil. Mais c'est un buteur, on le connaissait à Langnau. Je crois qu'en Allemagne, il a aussi eu une jolie suite de carrière. Ouais, il a déjà gagné le championnat des marqueurs en Allemagne, en DEL, effectivement. Et puis, il n'y a pas de miracle. Hein. Christo, Clark, ils ont été chercher, ils ont eu de bonnes pioches, je trouve, Rapperswil, parce qu'ils doivent compter énormément sur leurs joueurs étrangers. Hein. Ce n'est pas les joueurs suisses qui arrivent à faire la différence pour eux. Même si Mosiman a marqué un doublé, je crois. Rapperswil qui va d'ailleurs poursuivre son avance et Elbling sur une passe de Primo. Et c'est donc le 3-1, Serge. Oui, effectivement, un peu un but comme le premier but. On a 2 joueurs devant le filet, un joueur de Zurich, un joueur de Rapperswil, tir de la ligne bleue de Timo Elbling. Et puis, encore une fois, le gardien qui a la vue masquée, la vue voilée. Et puis... je ne sais pas si le puck a été touché au passage, il ne semblerait pas, mais un tir précis de la part de Timo Elbling et puis le gardien qui ne voit pas la provenance du tir. Et puis finalement, le dernier goal à la 59e minute, c'est Jan Mosiman qui signe un doublé dans cette rencontre. Un bel exploit, Jean-Frédéric. Ouais, mais là aussi, on a l'impression que Zurich, ce que disait Serge avant, typique du Z, honnêtement, est-ce qu'ils ont vraiment envie ? Est-ce qu'ils ne se disent pas, ouais, bon, c'est bon, c'est perdu, ils ne font pas l'effort de revenir. Ouais, c'est assez inquiétant. Moi, je veux bien qu'on se dise, bon, on va aller en play-off, c'est bon, il n'y a pas de problème.
Mais mine de rien, on a vu que Lugano avait gagné. On sait que Fribourg a un match de samedi contre Davos, qui peuvent encore revenir. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne attitude. On ne peut pas tricher dans cette fin de saison, ça c'est voilà, sûr. c'est ça. Et puis, mais je suis persuadé que les joueurs, en plus, Delcourteau, il ne leur dit pas « ouais, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de problème ». Il doit leur gueuler dessus, mais ce talent à Zurich, c'est incroyable. Et puis peut-être qu'en play-off, ils vont tous nous faire mentir et puis ils vont nous être champions. Allez, pour tout vous montrer des réussites dans les rencontres, ne reste qu'à résumer. Ambry face à Zug, c'est la rencontre qui nous a tenus en haleine avec la prolongation que l'on est allé suivre en direct. Eh bien, ce qu'il s'est passé avant se déroule de cette manière. Kubalik, d'abord, dans ses œuvres. On sait qu'il sait tout faire, Serge-Dominique Kubalik, mais là, la passe, le bec dans la glace pour trouver Ngoï derrière lui, c'est de l'art. Oui, c'est beau de voir ça parce qu'on sent vraiment, contrairement aux ADC Lions, le deuxième effort là, de Kubalik, justement, qui remet la rondelle derrière lui. Donc, ça fait plaisir de voir des genres de séquences comme ça, où c'est qu'il y a énormément d'efforts de la part des joueurs. À votre avis, Jean-Frédéric, sur le but de Diaz, il porte l'up qui s'appuie sur Flynn, il retrouve le puck devant le filet et marque à 5 contre 4, on est d'accord, mais joli exploit personnel du défenseur international. Ouais, et puis surtout, il vient faire créer le surnombre. Il passe entre les défenseurs de Léventin, puis il vient mettre la canne. On sait que c'est un défenseur en plus qui a une petite touche offensive supplémentaire. Là, il prouve qu'il est payé relativement grassement à Zug, on sait pourquoi. Oui, on va poursuivre pour le chassé-croisé de la soirée. Ambry repasse devant. Situation spéciale importante ce soir. Offer qui vient faire un petit peu le ménage devant le but. Kubalik qui tire et finalement, c'est Muller qui va marquer le 2-1. Un peu un but en cafouillage. Pas le plus joli de la saison, mais Ambry réussit à le marquer face à la défensive de Zug là, qui a perdu le nord, Serge. Oui, bien sûr. Et puis, on voit Muller, je veux dire, qui est aux aguets, je veux dire, qui est, dans mon langage, je dis qu'il est plus fin, qui a plus faim que son adversaire, et puis qui en profite justement pour le pousser le puck au fond du filet. Le 2-2, on ne l'a pas compris du côté des arbitres. Jean-Frédéric, on a mis une éternité à valider ce but parce que l'arbitre était mal placé, M. Vigand, à ce moment-là, et on a dû aller voir la vidéo. Pourtant, on va très bien le voir, Simeone, dans son deuxième effort, pousse bien le puck au fond du but. Exactement. Non, mais là, de nouveau, on a perdu à peu près 3 jours pour valider un truc. En plateau, Serge a tout de suite dit non, mais c'est bon, il y a but, il est rentré, on l'a tous vu. Je sais pas, je comprends pas comment on peut passer autant de temps pour valider un... Alors, puis ça se joue pas à 2 mm, hein. Non, nous on le voit bien, donc on peut penser qu'il le voit bien. Je sais pas, c'est peut-être sur un smartphone à Ambry qu'on voit pas bien les trucs, mais c'est... Avec la buée dessus encore peut-être. Exactement. Puis, il se plaisait bien, la Valachia de nouveau, mais... Ouais, non. Mais bel effort de Simeone en l'occurrence dans le slot. Pour le 2-2, ensuite, Ambry, qui a vraiment envie de ce succès ce soir, va encore une fois repasser devant. C'est Rohrbach, là aussi, ça cafouille, ça tricote, ça sort le puck sur le côté. Pour le retour au jeu de Tobias Stéphane dans les buts après sa blessure, Serge Pelletier, c'était pas évident pour lui. Non, c'était pas évident. Et puis, c'est un but semblable à celui de Muller. On voit Rohrbach, justement, qui veut pousser ce puck au fond des filets et puis qui devance le défenseur zugois. Et puis, avec ce but, Ambry se porte en avance au score. Ensuite, pas mal de pénalités dans la rencontre. Il y aura des pénalités du côté léventin, il y aura des pénalités aussi du côté zougois. Du coup, on joue à 4 contre 3. Et c'est là que Martin eut son tir millimétré dans la lucarne pour, encore une fois, porter le score à égalité. Sniper Marchini, c'est un peu un but, on va dire, style Sprunger, style Gregory Hoffman. Il n'est pas top scorer pour rien. Moi, il m'épate parce qu'il est tout petit. C'est un des joueurs les plus petits du championnat. Et puis, qu'est-ce qu'il est fort, quoi. Et finalement, tout se décide dans la dernière minute de la prolongation. Qui d'autre, Serge Pelletier, que Dominique Kubalik pour finalement donner la victoire à Ambry, qui a toujours mené au score ce soir et qui l'emporte 4-3. Oui, effectivement. Je veux dire, c'est un engagement qui est gagné de la part de Ambry. Ça m'étonne justement de voir la défensive zugoise de se retrouver 2 joueurs sur le même joueur d'Ambry Piotta et puis de laisser un homme comme Kubalik tout seul devant le filet quand on est en prolongation en 3 contre 3. Ça, franchement, ça m'étonne.
comprends pas, mais c'est 2 points pris par Ambry. C'est 1 point du côté de Zoug. Et tout ça nous mène à récapituler ce qu'il s'est passé dans cette soirée de National League. En premier lieu, avec les résultats et le classement, Alizé. Alors tout d'abord, les résultats qu'on voit en images. Ambry s'est donc imposé face à Zoug 4-3 après prolongation. Berne-Langnau, c'est Langnau qui s'est imposé là aussi après prolongation. Fribourg a battu Genève dans ce derby roman 5-3. On voit aussi Lausanne qui s'est imposé dans l'autre derby roman 5-2. Et puis encore Lugano-Davos, Lugano qui a battu 4-0. Et le classement, Berne et Zoug restent bien sûr leader. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là avec les défaites et la tenue de la soirée. Bienne 3e, mais regardez, Bienne est à hauteur avec Langnau et Lausanne à 65 points. Derrière, Zurich qui a perdu se fait rattraper par Ambry à 62. Et ensuite 58, 58, 56 entre Ambry, Genève et Lugano. Avec encore Fribourg qui joue demain à Davos et qui pourrait venir se mêler à cette partie. C'est vraiment une partie, c'est la fête là en ce moment autour de la barre, c'est toujours plus fou et on se dit une fois que ça va peut-être se décanter, mais toujours pas. Mais ils doivent tous jouer les uns contre les autres finalement. Et puis même les clubs qui semblent être décrochés comme Davos et Rapperswil, on voit bien, vous ne pouvez pas, dans le championnat de Suisse, prendre un match à la légère, ça ne passe pas de toute façon, même maintenant, parce que vous avez un Rapperswil qui se prépare et pour la Coupe et pour les play-outs, parce qu'ils savent déjà qu'ils seront dans les 2 derniers. Donc, mais le championnat est passionnant, c'est clair. On aime ça parce que finalement, vous avez chaque fois des matchs qui sont très serrés, des retournements de situation. Finalement, à part les 2 premiers et puis les 2 derniers, ça fait 8 clubs sur 12. Il y avait aussi de la Swiss League au menu. J'imagine que ça va intéresser les résultats. Serge Pelletier qui était au repos ce soir avant de jouer demain le match du 100e anniversaire. Mais voici les résultats. Victoire au tir au but de Cloton contre Turgovie. La Zoug Academy s'est fait fesser à domicile par Liège. Victoire aussi propre d'Ajoie en déplacement au Getseka Lions. Et Langenthal après prolongation du côté de Winterthur au classement. Eh bien, Ajoie, Holten, Cloton, cela reste à changer. Demain, Serge Pelletier peut espérer revenir sur les positions 2 et 3 en cas de succès. Langenthal, Liège et Turgovie sont qualifiés. Et finalement, c'est toujours un statu quo autour de la barre entre la Zoug Academy et les Getseka Lions, les 2 dernières équipes encore en lice pour le dernier ticket des playoffs. Pas de studio, ni demain en raison de la Coupe de Suisse, on l'a évoqué, ni mardi en raison de la pause de la National League. On se retrouvera donc vendredi prochain. Oui, merci beaucoup Serge Pelletier d'avoir été en notre compagnie. Merci beaucoup Jean-Frédéric Demetta. Et merci beaucoup à Alizé Lichty pour sa grande première dans Backcheck. Merci aussi à l'équipe technique. Passez une très très bonne soirée et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.